Depuis plus de 10 ans, le rap est devenu le genre musical dominant en France chez les jeunes. Il occupe les classements, cumule des millions de vues sur YouTube et s'impose sur la majorité des radios destinées à cette génération. Aujourd'hui, cette présence semble presque évidente, mais cette place centrale, le rap français ne l'a pas toujours occupée de cette façon. Les années 2000 en particulier ont constitué une phase unique de son histoire. Un moment où le rap finit par s'imposer comme un produit majeur de l'industrie musicale, certes, mais le tout en restant une culture qui divise à cette époque profondément. Dans les années 2000, soit on l'adopte, soit on le rejette en bloc. Mais finalement, à l'arrivée de la nouvelle décennie, il y a une fracture qui est apparue. Une génération qui ne se reconnaît pas dans le rap qui domine à l'époque et qui cherche autre chose, une autre façon d'aimer cette musique. Cette génération, elle se réfugie alors dans les origines du rap, le regard tourné vers le style des années 90. Ou plutôt vers l'idéal d'un temps qu'ils n'avaient jamais vraiment connu. Non pas pour revenir en arrière, mais plutôt pour justement rompre avec le présent, rompre avec ce que le rap était en train de devenir. Et c'est ce mouvement, cette génération, qui va produire un effet inattendu. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il ne va pas marginaliser le rap français, au contraire, ce mouvement va donner l'impression que le rap repart de zéro. Une transformation qui va compter énormément dans la place que le rap occupe aujourd'hui en France. Mais alors, qui sont les visages qui ont incarné cette transformation ? Par quels moyens cette génération a-t-elle opéré une rupture aussi décisive ? Et surtout, pourquoi cette vision alternative du rap français a rendu possible son expansion massive par la suite ? Pour comprendre ce moment de bascule, nous allons aujourd'hui nous pencher sur une année précise, une année charnière dans l'histoire du rap français, l'année 2011. Dans les années 2000, le rap français change clairement de statut. Il ne se contente plus d'exister en marge, il devient visible, radio nationale, télévision, grand label, le rap sort alors du cercle des initiés. Il devient ce qu'on appelle une culture populaire au sens propre et forcément ça change tout. Au début des années 2000, certaines figures rendent ce basculement très visible, c'est notamment le cas de Booba, ancien membre du duo Lunatic. À la fin des années 90, au sein de Lunatic, on retrouve deux manières de faire du rap qui coexistent. D'un côté, on y trouve Ali, une écriture dense et introspective dans la continuité pure du rap français des années 90, et de l'autre côté du duo, le fameux Booba avec une approche plus frontale, plus provocatrice, directement inspirée des esthétiques du rap américain. Et c'est justement cette seconde posture qui prend de plus en plus de place au début des années 2000. Alors non pas parce qu'elle serait meilleure que l'autre, mais parce qu'elle fonctionne de mieux en mieux avec les radios, les médias et l'industrie de l'époque. Le rap français commence donc de plus en plus à reprendre des modèles qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs, et ça c'est pas par mimétisme naïf, bien au contraire. Ces modèles ont prouvé qu'ils marchaient déjà, ils attirent l'attention, vendent et peuvent s'exporter facilement. Typiquement, le succès mondial de 50 Cent et son premier album de 2003 jouent un rôle structurant. Get Rich or Die Trying impose à l'époque un imaginaire, une grammaire sonore et visuelle, un personnage immédiatement identifiable qui, on va pas se mentir, a grandement inspiré le personnage de Booba dans ses albums solo. C'est donc dans ce contexte qu'une partie du rap français adopte des codes de plus en plus similaires. Des récits plus démonstratifs, des postures plus affirmées, des productions plus massives, pensées avant tout pour frapper fort et avoir un impact marketing. Au niveau du son, des producteurs comme Thérapie vont accompagner cette mutation en proposant des instrus plus synthétiques, plus martiales, qui rompent totalement avec la tradition boom-bap qui dominait jusque-là. Mais cette transformation profonde du rap ne fait pas consensus, loin de là. Plus ce nouveau rap devient populaire, plus tout le monde se sent autorisé à le commenter et à le juger. Alors pour certains, c'est une évolution logique et excitante qui les intéresse, mais pour d'autres, quelque chose s'est perdu en chemin. Une forme de singularité, une complexité, un rapport différent au texte et à l'image, et ce clivage, il dépasse largement la musique. Il concerne aussi les clips, les attitudes, les tenues, les opérations marketing, et tout ça ne plaît pas à une certaine frange des auditeurs. Le climax de ce phénomène se trouve, à mon avis, dans les morceaux rap R&B du milieu des années 2000. Des hits qui, à l'époque, renforcent l'idée que le rap est désormais pensé avant tout pour rentrer dans des formats précis. Bref, il est devenu un produit uniformisé. En tout cas, c'est ce qu'une partie des auditeurs lui reproche. À la fin des années 2000, donc, le rap français se retrouve dans une position paradoxale. D'un côté, il a jamais été aussi présent, jamais aussi populaire, mais pour une autre partie des jeunes, aimer ce rap-là, ça commence à devenir un peu gênant. Et qu'on se mette d'accord, à ce moment-là, c'est pas vraiment le rap en soi qui est rejeté, c'est plutôt la forme dominante qu'il a prise à ce moment-là. Et c'est précisément dans cet espace de tension que va émerger une nouvelle génération qui cherche à tout ça une échappatoire.
Mec, t'empêches l'alcool à des kilomètres. Je t'ai vu devant boire 5 Ballantine. Normal, ça La séquence que vous venez de voir, elle peut paraître au premier abord assez anodine. Pourtant, elle est sûrement l'un des moments les plus importants du rap français au tournant des années 2010. Mais on va y revenir un peu plus tard. D'abord, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Nous sommes en fin d'année 2008, un jeune homme du nom de Lamine Diakité vient de sortir de prison et il est convié à un programme de réinsertion durant lequel il rencontre un autre rappeur de son âge, un certain Alpha One. De son côté, Lamine lui aussi fait du rap depuis un petit moment et se fait appeler Gizmo. Alpha de son côté est déjà membre d'un crew qui s'appelle le POS Clan et très vite Gizmo et le POS Clan vont finir par travailler ensemble et développer une vision très différente du rap dominant. Le DJ de l'équipe à l'époque, DJ Lo, leur produit des instrumentales boom bap directement inspirées du style new-yorkais des années 90. Au sein de ce POS Clan, les références ne sont pas Booba, Sefiu ou La Fouine, vous l'avez compris. Et c'est ces influences du old school qui vont affiner leur style et créer une identité commune. Le groupe s'agrandit rapidement avec d'autres membres qui rejoignent finalement une sorte de grande bande et qui s'inspirent de la tradition des collectifs très populaires des années 90 sur le modèle de Time Bomb ou de Beat de Boule par exemple. Ainsi, l'équipe va former son propre collectif qui s'appelle l'Entourage. En parallèle, certains membres du collectif assument alors pleinement cette nostalgie des années 90 en formant un groupe sur les vestiges du POS Clan qui se fera appeler 1995, un parfait hommage à un temps qu'ils n'avaient pas connu, mais dont ils sont pourtant nostalgiques. Jusqu'en 2011, ils vont sans cesse occuper les open mic parisiens, jusqu'à cette fameuse vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Cet extrait, il vient de la première édition de ce qu'on appelle les Rap Contenders. Et les Rap Contenders, à l'époque, ça colle parfaitement à leur identité. Des battles de rap, du clash, du texte et une performance brute a cappella. Bref, dans cette séquence, Gizmo retourne une attaque en assumant pleinement ce qui lui est reproché, c'est-à-dire sa consommation d'alcool. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais cette séquence, elle va faire le tour d'internet et cumuler des centaines de milliers de vues sur Facebook et YouTube. Et finalement, avec le recul, cette séquence, c'est sûrement un des mèmes les plus gros de l'internet français en 2011. À ce moment-là, il faut se rendre compte que Gizmo, c'est l'un des noms les plus prometteurs de l'entourage, voire même le nom le plus prometteur de l'entourage. Donc pour surfer sur cette vague d'attention, en 2011, ils autoproduisent tous leur premier projet. Gizmo va sortir son album qui s'appelle Normal et 1995, 1995 vont sortir La Source. Des disques qui revendiquent clairement un retour au rap à l'ancienne. Et cette posture complètement assumée d'opposition avec le rap dit commercial, ça va fonctionner énormément et rendre la chose un peu plus noble aux yeux de pas mal de gens. En 2012, un nouveau public, parfois même peu familier au rap, se reconnaît alors dans cette scène et sent que c'est beaucoup plus acceptable symboliquement de participer à ce mouvement. À ce moment-là, une partie du public l'aperçoit alors comme quelque chose de plus sincère et surtout moins pensé pour les radios. Et dit comme ça, c'est vrai que c'est beau, le rap indépendant qui sauve le rap français, mais si je vous disais que tout ça, ça repose avant tout sur un gros fantasme. Qu'on soit d'accord, il serait faux de dire que le rap français des années 90 n'a pas produit de grandes œuvres poétiques ou littéraires. Des artistes comme Assassin ou MC Solar ont montré qu'il était possible d'écrire un rap dense, travaillé, référencé, et cette facette du rap, elle a été largement mise en avant dans les années 90. Messieurs, il faut que tu parles. Il faut y aller là maintenant. Tu dois chanter après, mais d'abord tu dois parler. Il faut y aller. Et puis quand on manie aussi bien la langue française que toi, il faut s'exprimer. C'est précisément là que se crée un véritable décalage. Parce que si 15 ans plus tard, une génération est convaincue qu'il faut reprendre le rap là où il s'était arrêté, ce n'est pas parce que les années 90 auraient été meilleures. C'est surtout parce que c'est ce rap-là que tout le monde a vu, entendu et retenu. Dans les années 90, le rap est encore une culture nouvelle que les médias cherchent à expliquer et à rendre compréhensible. Un rap narratif, introspectif, fortement écrit se prête alors mieux au format de l'époque avec les interviews, ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça colle super bien à une façon très française de voir la culture. C'est comme ça qu'une nouvelle expression va d'ailleurs s'imposer, celle du rap conscient. Une expression vague, mais qui va avoir de véritables conséquences. Parce qu'en réalité, elle ne décrit pas tout le rap de l'époque. Elle décrit surtout ce qui a pu être montré sur les médias majeurs. Parce qu'en parallèle de ça, en France, un rap plus dur, plus cru, plus frontal existe déjà. Il est présent dans les quartiers, sur les cassettes et dans des cercles surtout underground. Mais c'est vrai qu'il circule par contre beaucoup moins facilement dans les médias dominants. Ce qu'on retient donc aujourd'hui des années 90, ce n'est pas tout le rap de l'époque.
l'époque. Avec le temps, cette sélection devient une référence, comme si on avait surtout ça qui avait existé avant. C'est devenu une norme, puis potentiellement un idéal. Et c'est cette image partielle qui va servir de point d'appui au retour fantasmé des années 2010. L'ironie dans tout ça, c'est que la génération de 1995 et de l'entourage pensait revenir à une forme de rap plus authentique. Pourtant, derrière tout ça, ils n'ont pas réalisé que ces références, elles avaient déjà été filtrées par les médias et par le système. En cherchant à fuir le mainstream de la fin des années 2000, ils ont retrouvé le mainstream de la fin des années 90. Mais la vraie question au final, c'est pas ça, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est surtout les conséquences de cette nouvelle génération. Parce que même si à mon avis leur vision du passé est plutôt imparfaite, cette génération va quand même changer la place du rap en France. À partir de 2012 et en grande partie grâce à eux, le public évolue drastiquement, des gens qui se tenaient à distance du rap vont commencer de plus en plus à s'y intéresser. Des noms comme Nekfeu, Jazzy Bass ou Alpha One proposent alors une autre porte d'entrée, une esthétique qui est plus accessible, un rapport au texte et à l'image qui suscite moins de rejet culturel. Le rap donc retrouve enfin des figures capables de parler à des publics très différents. C'est d'ailleurs à mon avis le point de départ de ce que certaines personnes qualifient de gentrification du rap, puisque à ce moment-là, de plus en plus de personnes issues de la classe moyenne et supérieure commencent à se trouver des archétypes auxquels ils peuvent s'identifier. Et finalement, jusqu'à 2015, la dynamique s'emballe tellement que l'impact devient aussi évidemment économique. Le modèle de l'autoproduction qui avait été plébiscité par cette génération devient alors ultra crédible même aux yeux des grandes maisons de disques. Internet et ses outils remplacent partiellement les majors et le rap redevient un terrain d'expérimentation viable. Donc paradoxalement, c'est en repartant de cette base très marquée années 90 que le rap français va finir par se reconnecter petit à petit à des esthétiques de plus en plus contemporaines. Pour beaucoup de plus jeunes artistes, c'est à ce moment-là et grâce à la génération L'Entourage qu'ils commencent à se dire que le rap peut être aussi fait pour eux. L'image du rap français après 2012 est donc remise à zéro, un véritable reboot. Ce qui nous mène à une dernière question dans tout ça. Est-ce qu'on préfère une vérité inconfortable ou vivre dans un souvenir fabriqué de toutes pièces, mais qui a permis au rap d'avancer autre part ?